Bonjour. C'est à l'invitation et sur proposition du professeur Jean-Philippe Denis, que je salue et remercie ici au passage, que j'entreprends d'enregistrer cette chronique visant à mettre en perspective les réflexions qui se trouvent au cœur de mon dernier ouvrage, Tu es déjà mort, les leçons dogmatiques de Ken le survivant. Je mène dans ce livre une enquête de facture anthropologique qui prend appui sur un manga post-apocalyptique, Ken le survivant, pour faire ressortir d'une situation d'effondrement, c'est-à-dire de vide et d'absence, les éléments indispensables à l'architecture d'une civilisation. Mais disons d'abord quelques mots sur la conception du livre, ou plus exactement sur sa genèse, qui procède à mon sens de deux séries étiologiques bien distinctes, se rejoignant à un moment bien précis et dans une expérience bien déterminée. Le Club Dorothée, dont la plupart des quadragénaires gardent encore un souvenir ému. Première série. Elle concerne l'ambiance fin de monde, voire fin du monde, qui caractérise la génération à laquelle j'appartiens. Ce n'est pas un hasard si mes premiers souvenirs télévisés, en dehors des mangas, remontent à l'année 1989, c'est-à-dire à l'effondrement du mur de Berlin, ainsi qu'à l'exécution de Ceausescu. Francis Fukuyama allait pouvoir, selon une actualisation libérale de la philosophie hegelienne, annoncer la fin de l'histoire, l'arrivée du dernier homme et le triomphe définitif du capitalisme et de la démocratie. Mais Jean-François Lyotard avait dès 1979 à théoriser la fin des grands récits et la disparition des grands idéaux qui avaient structuré la modernité. Bref, l'époque est à la déconstruction, au démantèlement, à la dislocation, à telle enseigne, note encore Lyotard, que les grands pôles qui nous servaient de référents, État, partis, professions, etc., ont disparu, mais sans qu'aucune nouvelle institution n'en ait pris le relais. On se trouve alors, mais à un niveau collectif et anthropologique, dans une situation analogue à celle que Heidegger décrit dans le paragraphe 40 d'Être et temps. L'angoisse survient quand la familiarité du quotidien a totalement disparu. Le monde apparaît comme dans sa nudité, comme néant, comme rien. Seconde série, propre manga cette fois-ci. Le manga japonais est une production à la fois artistique et industrielle qui répond au traumatisme successif de l'éclair atomique et de la mise sous tutelle américaine de l'archipel, qui correspondent respectivement à l'expérience de la désolation et au choc de l'amnésie. C'est donc pas un hasard si tous les mangas prennent comme point de départ obligé ce que j'appelle la faille généalogique, c'est-à-dire la perte sous une forme ou une autre de l'origine. Absence des parents, adoption, orphelinat, exil, etc. Ce trait est évidemment accentué dans les récits post-apocalyptiques qui mettent en scène une véritable table rase anthropologique dans laquelle ne subsiste plus que la survie dans son instantanéité, c'est-à-dire le seul registre biologique de l'ajustement au milieu qui, petite parenthèse, constitue l'imaginaire dominant du management contemporain. La convergence des deux séries est désormais obvie. L'ambiance occidentale fin du monde s'illustre à merveille dans l'univers des mangas qui procèdent eux-mêmes d'une expérience réelle de dévastation. De quoi nourrir une réflexion, à partir de ce prisme hétérotopique, sur notre propre condition d'hommes et de femmes occidentaux et postmodernes. Je ne puis hélas rentrer dans le détail de l'ouvrage et aborder les différents thèmes qui y sont présents, par exemple et sans exhaustivité, la façon inédite dont se pose la question de l'état de nature qui ne précède plus la civilisation mais lui succède. La dépossession, par la révolution industrielle et le management scientifique, des savoir-faire élémentaires à la survie de l'espèce humaine. La disparition conjointe des choses et du langage, qui mène à l'atrophie symbolique des sociétés. La tentation de l'état fort et autoritaire en période de chaos. Je dois donc concentrer mon discours sur un fil directeur. Je choisirai en toute logique le titre de l'ouvrage, « Tu es déjà mort », qui tire son origine du manga Ken le survivant. Le haut couteau est une tradition martiale de connaissance et de maîtrise des points vitaux, de telle sorte que leur pression lors d'un combat conduit à une incapacité, par exemple une paralysie, mais dans les plupart des cas à la mort. Mais celle-ci n'est pas instantanée, elle suit un délai, le temps d'activation des points touchés. C'est pourquoi le héros, Kenshiro,
À la fin de ces combats, lance à ses adversaires « Tu es déjà mort » et la version animée d'ajouter « Et tu ne le sais pas encore ». Ceux-ci n'ont pas encore conscience que leur espérance de vie appartient désormais à un intervalle, à un sursis. Ils n'ont pas encore idée de vivre un temps suspendu. Cette cohabitation de la vie et de la mort, ou plus exactement, le sentiment illusoire d'être en vie alors que l'on est déjà mort, concerne ici l'individu vaincu, mais la formule résume à merveille le temps suspendu de la post-apocalypse qui prend place cette fois-ci à l'échelle de la civilisation. Il demeure bien quelque chose, mais ce quelque chose n'est plus rien, simplement un résidu, juste un délai. Évidemment, la sentence de Kenshiro rencontre un écho avec l'actualité. Nous vivons avec la crise du Covid-19 le temps suspendu non plus de la mort, mais de la contamination. C'est la peur d'être contaminé, c'est la crainte de contaminer autrui sans que cela, dans les deux cas de figure, ne relève de notre conscience et de notre volonté. Mais l'analogie mérite d'être étendue à une échelle bien plus vaste, me semble-t-il. La présente situation ne nous rend-elle pas conscients de notre inscription anthropologique dans la structure temporelle du délai? Ne devient-il pas évident, comme l'écrit Günther Anders, que, je le cite, « Nous sommes la première génération des derniers hommes ». N'est-il pas également clair, selon le même philosophe, que je cite à nouveau, que le temps de la fin dans lequel nous vivons désormais est notre œuvre? Si l'on se range à de telles analyses, alors la tâche des enseignants-chercheurs en management ne saurait plus résider dans la poursuite d'un projet de transformation du monde, mais dans la prise en charge d'une redoutable question, celle des rapports que le management entretient avec l'apocalypse.